les Ivoiriens doivent, et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, doivent mesurer la portée historique de cette élection, qui n'est pas seulement le fait de changer les institutions et de choisir de nouveaux hommes, mais qui est véritablement le fait que nous changeons d'époque et il nous faut changer d'époque. Charles de Gaulle affirmait qu'aux armées comme au peuple pourvu de chefs excellents, tout le reste sera donné de surcroît. Laurent Gbagbo vient d'en faire l'édifiante démonstration. D'abord, il faut comprendre le sens de cette arrivée au pouvoir, dit Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas d'une banale alternance. Ce que j'ai dit là est valable pour la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour beaucoup d'autres pays, c'est valable pour l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où un type de pouvoir disparaît et un nouveau type de pouvoir apparaît. La phase historique dans laquelle la Côte d'Ivoire et l'Afrique se trouvent aujourd'hui, c'est de tourner le dos à un pouvoir qui était caractérisé par une monarchie qui ne disait pas son nom. Nous avions des pouvoirs de type monarchie. Avec tout ce que cela pouvait comporter de sclérose, aussi bien au niveau politique, au niveau économique, qu'au niveau culturel et au niveau social. Mais comme souvent dans ces cas-là, on s'est appuyé sur une légitimité vraie pour imposer au peuple la pérennité d'un individu au pouvoir. Ce qui a amené la sclérose du pays tout entier. Des pays tout entiers. Et c'est cette phase-là que nous sommes en train de tourner. Maladroitement, certaines institutions financières internationales ont voulu précipiter cette rupture en imposant à la tête des États des cadres des institutions financières internationales. On en avait mis un comme Premier ministre au Mali, un autre en Côte d'Ivoire, un autre au Bénin, un au Gabon, un au Congo. Ils ont tous échoué. Ensuite, après ces pères fondateurs, il y avait aussi les prétoriens qui sont arrivés nombreux dans la maison. Il suffisait d'être courageux avec une escouade et quelques fusils. Vous vous emparez du pouvoir, vous faisiez des proclamations les plus révolutionnaires et puis bon, vous continuez la politique des pères fondateurs. Ça aussi, en Afrique, ça a montré ses limites. Nous avons eu affaire aussi aux héritiers, c'est-à-dire ceux à qui on donnait le pouvoir par une disposition constitutionnelle. Donc qui n'avaient pas de parcours initiatique, qui cherchaient à se greffer sur le parcours de l'autre, du père. Je crois aussi que cette politique a échoué. Ce mercredi matin, les jeunes du pays de la vraie fraternité, ceux qui ont pour seul et unique pays la Côte d'Ivoire, sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour se retrouver à la place de la République, au plateau. C'est pourquoi ils ont voulu ce matin dire leur indignation, mais aussi et surtout leur détermination à tout mettre en œuvre pour que leur pays, la Côte d'Ivoire, soit totalement libéré. Nous sommes une nouvelle génération qui avons un parcours, qui avons un combat. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est en train de se jouer. C'est vraiment ce qui est en train de se faire.
une nouvelle idée de la politique est en train de se mettre en place. Une nouvelle manière de la politique est en train de se mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place les conseils généraux des départements avec des budgets conséquents qu'on n'avait jamais vus. Parce qu'il faut qu'on en finisse avec la philosophie des pères fondateurs. Oui, grâce à la magnanimité du président de la République, nous avons un puits. Grâce à la magnanimité du président de la République, nous avons une école. Ce n'est pas une magnanimité, c'est un droit pour les citoyens d'avoir ce qu'il faut là où ils habitent pour leur épanouissement. Il faut leur donner le pouvoir de se doter de toutes les infrastructures dont ils ont besoin. Monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fonde la différence de votre politique avec le PDCI-RDA? À grands traits dans le secteur politique, si nous voulons rester dans ce secteur-là, que j'ai très souvent l'impression que nous avons repris la lutte là où le RDA l'a laissé en 1951. Vous savez, j'ai lu beaucoup les documents d'archives, par mon métier, mais aussi par l'intérêt que je porte à la vie politique de ce pays. Entre 1946 et 1951, quand vous lisez les documents des adversaires du RDA, on a l'impression que vous lisez exactement les écrits, les discours des tenants du pouvoir d'aujourd'hui, du RDA d'aujourd'hui, contre nous. Le RDA est un parti violent, le RDA est un parti de casseurs, le RDA est un parti illégitimiste, le RDA crée des tribunaux parallèles dans le village, bat en brèche le pouvoir de tout pouvoir, etc. Donc sur ce point-là, je pense que dès l'instant où, dans une période où les gens se sentent opprimés, quand apparaît une force nouvelle qui veut le changement, on a vis-à-vis de cette force nouvelle les mêmes critiques. Donc vraiment, nous nous retrouvons en plein accord avec le RDA de 1946 à 1951. Nous divergeons à partir de là. Au moment où je reviens de Lyon, le pays est pacifié. Les complots sont derrière nous. Et on libère les derniers prisonniers qui retournent en famille, en tous les sens du mot. C'est vraiment en ce moment-là que la conscience politique s'aiguise dans les milieux universitaires. Je peux dire que c'est en ce moment que, pour moi, la politique a commencé. Parce que nous avions l'UNESI, l'Union nationale des étudiants, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais l'UNESI était traversée par deux courants. Les alliés du pouvoir et les opposants au pouvoir. Même si nous faisions une bataille politique, les uns et les autres, dans ce mouvement, mais nous étions attachés à cet aspect syndical. Parce que chacun y trouvait son compte. Et il se fait qu'en ce moment-là, au congrès de 1968, les partisans d'Oufoué sont totalement écartés de la course à la présidence. Le président de la République dissout l'UNESI, 1968, juillet 68. Et ayant dissous l'UNESI, l'année scolaire suivante crée à la place le MESI, Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui est une sous-section du PDCI-RDA. À partir de ce moment-là, la lutte se radicalise, puisque c'est une sous-section. Nous faisons une grève pour empêcher sa création. Naturellement, nous sommes vaincus parce que qu'est-ce qu'une grève d'étudiants par rapport à un pouvoir politique? Rien du tout. Nous sommes vite matés. Nous allons faire un séjour de 15 jours à Akwedo. Quand nous venons d'Akwedo, le mouvement est beaucoup plus radical. Mais le problème, c'est que nous ne nous reconnaissons pas au PDCI. Nous sommes
dans les organisations clandestines. C'est ça que je veux montrer. Je veux dire, en voulant avoir, coûte que coûte, l'unanimisme dans les mouvements étudiantins, le président Houphouët a amené ceux qui n'étaient pas de son bord à s'organiser clandestinement et à chercher les voies et moyens à prendre le pouvoir. Ce sont ces mouvements clandestins qui ont été créés, je suis un de ceux-là. Un jour, j'étais à mon bureau de l'Institut d'Histoire à Treichville, et puis des étudiants du Messie sont venus me voir pour me demander de prononcer pour eux une conférence sur quelque chose comme peut-il avoir la démocratie dans un parti unique. J'ai refusé. Mais pour des questions de principe. Je suis contre le Messie. Je leur ai dit que je suis contre le Messie. Donc, je ne vais pas aller faire une conférence qui va donner un public au Messie. Mais je leur ai dit d'autant plus aisément que moi, j'étais connu comme le loup blanc. Je n'ai pas à cacher que je suis contre le Messie, que je suis contre le PDC, tout le monde le savait. De toute façon, c'était... je ne cachais pas ça. Alors ils sont partis, et puis un autre groupe est venu me voir plus tard pour me demander de prononcer une autre conférence sur jeunesse et politique. J'ai accepté. Le jour où je suis arrivé sur le lieu de la conférence, le théâtre de la Cité était bouclé. Le lendemain, j'étais à mon bureau, quand Pierre Kipré, qui était le secrétaire général du CNRS, est venu me trouver au bureau pour me dire, on dit qu'on t'a arrêté. J'ai dit, mais tu vois bien que je ne suis pas arrêté. Alors, les étudiants ont commencé une grève depuis la veille à l'université. Houphouët dit que c'est moi qui les ai mis en grève. Enfin, c'était... C'est Zézé Barouin, qui était à l'époque chef d'état-major. Il était BT. Qui est venu s'excuser au nom des BT, des militaires BT. J'ai trouvé ça choquant. J'ai trouvé ça ahurissant et honteux. J'ai trouvé ça honteux. Comment dans une république, quelqu'un qui est chef d'une institution républicaine peut-il se lever et parler au nom d'une ethnie? Je crois une semaine après, ça a été les hommes politiques BT, les Donwayi, les Nyoleba, les Bracano, de venir aussi réciter un acte d'allégeance à Houphouët en disant que eux, responsables BT, mais j'ai eu la même révulsion. Mais tout ça, c'est ce que Houphouët a fait. Moi, en quoi ça m'arrangeait? J'ai dit à mes camarades, cette chance ne se représentera plus jamais. Houphouët, dans son désir de nous combattre, vient de nous offrir une chance historique. À un moment donné, précisément en 1976, après la mort de Mao Tse-tung, et voyant la manière dont le monde évoluait, parce qu'il y a eu les crises en Union soviétique après la mort de Staline, avec la déstalinisation, il y a eu des crises en Chine, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai alerté le grand frère, Zali Zavro. Le problème était le suivant. Comment faire pour faire avancer la lutte révolutionnaire dans un pays où l'horizon était complètement bouché par Houphouët? Comment faire? Et nous avions réfléchi à l'époque qu'il fallait, à côté de ce mouvement, de cette organisation marxiste, créer une organisation démocratique. C'est en ce moment-là que l'idée est née, 1976. On caressait l'idée, on cherchait les gens qui allaient la porter, cette idée. Et puis c'est passé quelque chose en 1980, on s'est séparé d'avec Zati.